Ouais. Oui, c'est à la fin des années 60, Bill Mollison avec un autre gars qui s'appelait... Ah. Facile. David Holmgren, le pauvre, l'oublié de l'histoire. Non, non, il était là. En fait, tout était né autour d'une thèse de biologie, grosso modo, dans la fac de Tasmanie. Et Bill était le prof qui faisait la tutoria, comme on dit ça, le suivi. L'élève était David Holmgren. Donc voilà, les origines aussi nous parlent beaucoup aussi de comment les concepts est né vraiment dans le monde académique, et dans un cadre technique, scientifique dans une université. Donc du coup, ça conditionnait beaucoup la façon dont le système a été créé. Mais dans ce moment-là, a été très controversé comme présentation du sujet, parce que c'était la première fois que dans ces milieux, on osait à faire de l'intrusisme professionnel. La permaculture était la première fois qu'on faisait cette vision d'ensemble que vous dites, de toucher, mélanger architecture, foresterie, élevage, agriculture, mélanger tout ça a été pris mal dans les milieux orthodoxes pédagogiques. C'est ça, c'est un côté très académique et ça vient du milieu académique, mais même si ça a connu tout de suite un assez bon accueil dans le grand public, dans le milieu académique ça a beaucoup dérangé, parce que c'est ça, effectivement ça touchait à tout et ça respectait pas la vision analytique traditionnelle du monde académique. C'est pour ça que ça c'est un mot très très important quand on parle de permaculture, holistique, systémique, global, systémique, voilà. D'ailleurs le mot système c'est l'un des premiers mots que vous avez dit. Et quelque chose de très important. C'est aussi en lien avec cette idée des interactions, non, et de voilà, cette vision globale. C'est ça aussi qui rend la permaculture difficile à expliquer et à présenter. En fait, cette idée holistique, pour tout le monde, c'est très très clair. Réellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est partir de cette vision, grosso modo, nous, on a été élevés, on vit dans une société analytique. Ça veut dire on casse tout l'ensemble pour analyser très 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 en détail ces parties. Et après, on essaye de faire avec. Il n'y a pas de gros efforts de mélanger. C'est pour ça que par exemple, quand vous êtes malade, vous devez passer pour un généraliste qui va vous envoyer à les spécialistes. Et peut-être il y a quelqu'un qui va vous regarder beaucoup le foie et après quelqu'un qui va vous regarder beaucoup l'estomac, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de liens entre eux. Donc voilà, c'est tous ces problèmes de cette démarche, de cette culture, cette façon de comprendre la vie, de se positionner qu'on a eu. Les systèmes systémiques sont complètement différents. Part de comprendre l'ensemble, même si c'est de façon très générale, pour après rentrer dans les détails. C'est juste l'inverse. D'accord ? Et alors dire aussi que la permaculture, donc il y a cet aspect académique et scientifique, même assez pointu. Mais Bill Mollison, il s'est inspiré en premier lieu de toute une série de peuples, on peut dire un peu peuples premiers, qui étaient des peuples qui avaient un mode de vie durable. Voilà, on a dit quelqu'un, et voilà, qui était déjà vraiment en interaction avec leur environnement et qui avait mis en place des systèmes durables. Donc il y a vraiment ces deux aspects en permaculture. Il y a un aspect voilà, scientifique, technologique, on essaye de comprendre ce qui se passe, la vie du sol, les interactions voilà, dans la nature au niveau scientifique, mais il y a aussi tout cet aspect traditionnel. Et c'est vrai, on en parlait avec Joanne, là on a animé plusieurs débats après projection du film L'éveil de la permaculture, et c'est toujours un sujet qui revient quand il y a des personnes âgées dans la salle, de dire oui, au final, on revient à un bon sens paysan qui était présent dans nos pays il n'y a pas si longtemps. Il faut remonter 2-3 générations en arrière et on trouve des petites fermes, voilà, un mode de vie paysan où les gens produisaient pas seulement pour vendre, mais aussi pour manger, où ils étaient beaucoup plus conscients voilà, de créer des interactions, de ne pas produire de déchets, de réutiliser. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très présent aussi en permaculture, c'est une réappropriation de choses qui ont été perdues il n'y a pas si longtemps. Mais pas seulement ça. Il y a aussi un travail beaucoup plus profond sur les racines des choses qui nous motivent pour faire les choses. À l'époque du XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça simplement parce que tout le monde le faisait. Il n'y avait pas une autre façon de faire. Quand il y a eu un changement et il y a eu une offre de faire une autre chose, on a fait autre chose. Mais
La permaculture essaye de donner une série de valeurs, toute une philosophie, toute une réflexion qui en fait touche d'autres aspects qu'à l'époque on ne touchait pas. Les relations interpersonnelles, les relations entre hommes et femmes, on parlait, avec les enfants, voilà, les places de système de pouvoir politique, religieux, tout. La façon de comprendre l'économie, les échanges. D'accord. C'est plus global. Le rêve personnel, qui n'était pas du tout une question qu'on se posait au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on faisait... Ça n'existait pas, simplement, cette option. Oui, avec le respect des castes, en fait, alors que là, on cassait les castes. Ouais. Il y a une réflexion plus profonde, à niveau social, à niveau politique. Donc en fait, même si des fois on en revient à faire des choses qu'on faisait avant, on les fait plus pour les mêmes raisons. On les fait plus parce que papa faisait déjà comme ça et avant lui, grand-père et arrière-grand-père, mais voilà, c'est plus le fruit d'une réflexion personnelle et en plaçant toujours au centre les besoins et les objectifs de la personne ou du groupe qui vivent dans un lieu donné. Bon. Avant de s'embrouiller davantage, on voulait vous proposer une série de définitions dont la plupart sont de Bill Mollison, parce que lui-même, il a donné plein de définitions de la permaculture, c'est pour ça que c'est compliqué. Même le fondateur lui-même, en fonction des époques et des ouvrages, il l'a défini plutôt d'une manière ou d'une autre. Donc on a essayé de faire une petite synthèse, vous voyez, c'est quand même assez long, mais bon, qui à notre sens reprend les principaux éléments. Alors la première définition, qui est celle qu'on utilise avec Joanne, lorsqu'on nous demande comme ça de but en blanc, hein, qu'est-ce que c'est que la permaculture, en général on aborde un peu de cet aspect-là, c'est expliquer que c'est une méthode d'aménagement de structures humaines durables. En fait, c'est des mots qui plus ou moins ont sorti tous dans votre définition. Quelqu'un a dit méthode, hein. Durable, oui. Donc voilà. Et alors, on insiste vachement sur méthode, parce qu'une méthode, ce n'est pas une technique ni un ensemble de techniques. Et ça, c'est un souci qu'on a aujourd'hui par rapport à la permaculture, c'est que souvent les gens, ils associent la permaculture à un ensemble de techniques. Et ils pensent qu'ils vont faire de la permaculture parce qu'ils cultivent sur but, ou parce qu'ils ont mis une spirale d'aromatique, ou voilà, ou je sais pas, des autres techniques de permaculture plus courantes, ou parce qu'ils mélangent des arbres et des légumes. Voilà, ils font de la permaculture. La permaculture, c'est pas ça, parce qu'une technique qui peut être très pertinente dans un lieu donné ne va pas l'être dans un autre. Et même dans un même lieu, une technique qui peut être pertinente pour une personne A ne le sera pas pour une personne B. Donc vraiment, voilà, on va essayer d'avoir ça en tête tout le temps. C'est une méthode qui nous aide à choisir la bonne organisation, voilà, l'aménagement, etc., en fonction d'un lieu, microclimat, terre, etc., et de la personne et des groupes de personnes. Donc on ne peut jamais faire de copier-coller en permaculture. On va voir, c'est une méthode, voilà, qui est basée sur une série de principes, des étapes, etc. Mais il faut vraiment la séparer des techniques qu'on a tous en tête, parce qu'on a vu ça quelque part et ça nous a beaucoup plu, ou ça nous a paru très joli, très intéressant, et on veut faire la même chose, quoi. Grosso modo, les principes sont généraux, on peut les appliquer partout. En fait, ce sont des principes qui sont extraits de l'écologie, la plupart, du coup, sont applicables partout. Mais les applications concrètes sont super particulières. Vous ne pouvez pas faire un copier-coller, jamais. Il n'y a pas de recette donnée. D'accord? Chaque ferme, chaque projet en permaculture, c'est comme une empreinte digitale. C'est unique. Devrait être unique si est bien foutu. Voilà, c'est pour ça, hein, je l'ai dit tout à l'heure et on le répétera, rien de ce qui n'est fait ici doit être pris comme modèle. Et j'insiste parce que, je sais pas, par exemple, on vous expliquera pour plein de raisons, on n'arrose pas. On n'a pas de système d'irrigation, surtout parce qu'on n'a pas d'eau en fait. Mais bref, et c'est vrai que c'est arrivé souvent qu'il y a des gens qui repartent d'ici, ils partent avec cette idée en permaculture, on n'arrose pas. Mais non, nous on le fait pas pour un ensemble de raisons qu'on verra, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire chez vous. Donc il y a rien de ce qu'on fait ici où il faut se dire en permaculture c'est comme ça. Voilà. On le répétera plusieurs fois, on est peut-être un peu lourd avec ça, mais je pense qu'on a tous tellement une tendance, qui est aussi nourrie par notre éducation et par la société dans laquelle on vit, de vouloir trouver des recettes qui marchent et vouloir les adopter et après les développer et les appliquer dans le monde entier. C'est un peu comme ça tous qu'on a été éduqués. Oui, il y a une tendance, il y a parfois du dogmatisme dans la permaculture qui est en train d'émerger, donc il faut, c'est vraiment des cas particuliers, il ne faut pas généraliser. C'est ça.
Donc voilà, on vous présentera notre cas particulier, mais c'est un cas particulier. Et donc chacun doit construire son propre cas particulier. Enfin, la grande capacité comme permaculture, que j'espère que si vous n'avez pas, vous allez développer, c'est une grande capacité d'analyser la situation, les cadres, et surtout analyser la situation humaine qu'il y a derrière. Parce que toujours, on fait ça dans des structures humaines. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de projet derrière. Il n'y a pas besoin d'appliquer rien en permaculture. Si dans une parc naturelle, une réserve naturelle, on ne fait pas un design en permaculture. Là, c'est la nature qui prend les rôles de conception et ça le fait très très bien. D'accord? Toujours, s'il y a un projet en permaculture, ça veut dire qu'il y a des gens derrière. Et s'il y a des gens, ce sont ces gens qui, avec ses envies, ses rêves, ses besoins, vont être les centres de ça. Voilà. D'accord? C'est un peu la définition d'une structure humaine, c'est tout simplement une structure, quelle qu'elle soit, qui vise à couvrir des besoins particuliers. Donc ça aussi, on insiste là-dessus parce qu'il faut toujours partir de ses besoins. C'est ça qui va définir la structure qu'on va mettre en place. Après, il y a le mot là, aménagement. Alors, en anglais, c'est design. Et en espagnol, ils disent diseño. Et tous les deux, on a découvert tout ça en espagnol. Donc on utilise beaucoup le mot de design avec Joanne. Mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec le design comme on l'entend en français. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Bon, rien à voir. Ça fait partie du truc, mais ce n'est pas du tout l'essentiel. Le mot design, on peut le traduire par plein de mots. Donc ça peut être aménagement, conception, c'est le mot que vous verrez souvent, organisation, planification. Il y avait quelqu'un à une formation, je me rappelle, qui avait dit, j'avais bien aimé, c'était un dessin qui poursuit des dessins. Pas mal, hein. Bon. En gros, voilà, c'est ça. Faut se rappeler que c'est tout ça. C'est pas... Et pour ça que souvent on utilise le mot conception en français, mais moi ça me satisfait pas tout à fait parce que c'est plus que la conception. Voilà, c'est l'aménagement, l'organisation, la planification. Puis conception aussi, ça peut donner l'idée qu'on crée à partir de rien. On part d'un terrain vierge et qu'on va concevoir, qu'on va créer. Alors qu'en fait, souvent, ce qu'on fait avec un design, c'est organiser ce qui est déjà existant. Donc ça, vous l'avez dit, hein, c'est créer des interrelations, des interactions entre ce qu'il y a déjà sur place. Peut-être Voilà. pour être plus... On verra dans les principes éthiques la position qui prend le monde dans tout cet schéma philosophique éthique, mais vous dire aussi que l'écologie se définit comme science écologique humaniste. Vraiment, l'homme est un peu au centre de l'histoire. Pas en donner une catégorie supérieure, mais au centre en tant que, comme disait Pépé, c'est un aménagement pour combler nos besoins. Après, la question, est-ce qu'on peut combler nos besoins sans mettre en l'air tout le reste? Et oui, la réponse va vers cette ligne. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour combler nos besoins. Et ce qu'on essaye de faire, c'est le faire de façon durable. Ça, c'était un mot que vous aviez dit aussi. Donc en anglais, sustainable, soutenable. On en parlera après? Ok, on en parlera. Enfin, juste dire que c'est durable vraiment dans toutes ses dimensions. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette idée de minimiser notre impact sur l'environnement, c'est toujours le premier truc qui vient à l'esprit. Mais quand on parle de durable, il n'y a pas que l'aspect environnemental qui doit être pris en compte. C'est quoi les deux autres aspects social et économique. Voilà, 3 piliers du développement durable, comme on en parle partout aujourd'hui. Donc l'économique est super important, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'on en parlerait. En fait, c'est un système, pour qu'il soit durable, il faut aussi qu'il soit viable. Donc, alors, quand je dis économique, c'est pas juste les euros, c'est vraiment en termes de ressources, quoi, qu'ils ne consomment pas plus de ressources qu'ils en produisent. Voilà, cet aspect de viabilité est très important. Et oui, et l'aspect social et humain. C'est un truc qui est bien pour l'environnement et qui est viable, mais les humains ne tiennent pas dedans. Donc voilà, il y a tout cet aspect aussi de coopération, de prévention de conflits, comme disait Joanne, les questions d'équité, de justice sociale, qui sont aussi très très importantes. Et on en parlera aussi. Bon, voilà, on a passé beaucoup de temps là-dessus parce que c'est celle qui nous paraît la plus importante, mais il y en a plein d'autres, dont beaucoup de choses que vous avez déjà dit. Hein. Donc voilà, Bill Mollison, il a aussi dit à la fois une philosophie pour travailler avec la nature et non contre elle, et une approche de l'usage des terres qui intègre en un ensemble cohérent les besoins des humains, les végétaux, les animaux, les sols et la gestion de l'eau. C'est pour ça que je te disais, c'est vraiment cette idée d'intégrer les besoins de l'humain dans tout le reste, quoi.
et ceci pour obtenir un tissu de communauté robuste et productif. En fait, toute cette vision-là, il faut contextualiser la naissance de la permaculture. On est fin des années 60, début 70. Première crise énergétique, première prise de conscience, la première vague d'écologisme qui vient des États-Unis, qui après rentre en Europe, qui s'étale aussi en Australie, partout. On commence à parler changement climatique, tous ces trucs. Et maintenant, on est tous dans les quotidiens, que n'importe qui comprend et peut être plus ou moins d'accord, mais à l'époque, n'étaient pas des mots courants, ni des concepts qui ne formaient pas de l'imaginaire. Donc, il y a ces premières prises de conscience et il y a cette idée qui commence à germer de cette civilisation, ce modèle de vie n'est pas durable du tout. En fait, va finir bientôt à cause du pic de pétrole, etc., etc. Et on va finir comme toutes les civilisations dans les moments où on a dépassé les limites écologiques du milieu. Non, toutes les civilisations comme précédé, Égypte, Grèce, Rome, tout ça, il y a eu un gros cataclysme économique, une répercussion sociale, politique, mais qui partait toujours d'une base agricole. Les peuples durs, ce qui est dur, c'est seul. Leur sol. C'est un peu la base de toute l'histoire, l'anthropologie, toujours, c'est un patron qui se répète. Non? Donc nous, on commençait à entrer dans cette spirale et on commençait à descendre à la pente. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire de comprendre comment ça marche, tout cet écosystème, et avec cette idée de maintenir une résilience, un mot assez commun en permaculture. Tout le monde sait ce que ça veut dire? Ouais, vous pouvez l'expliquer, parce que peut-être il y a personne, quelqu'un qui est... Résilience. Guérir de son traumatisme. Ouais. Guérir d'un traumatisme et repartir du côté joyeux de la vie, on va dire. Enfin, en faire une force, voilà, en faire une force. La capacité d'un système à retrouver son équilibre une fois qu'il a été déséquilibré ou perturbé, c'est la vitesse à laquelle il peut retrouver, voilà, comme un élastique ou un sando ou quelque chose comme ça qui va l'en tirer dessus, et à quelle vitesse ça retrouve l'équilibre initial. Exactement. Après être perturbé. Exactement, c'est ça, c'est la capacité d'un système à se refaire après un choc. Donc voilà, notre système est très très faible dans cette capacité de retenir certains chocs, et sûrement on les verra dans l'avenir proche. Et l'idée de la permaculture, c'est créer tout le contraire, c'est créer tout un tissu qui permet précisément de compenser ça sans perdre ses côtés productifs, parce qu'il ne faut pas l'oublier. On a plein de besoins à combler, entre d'autres des besoins qui sont très très liés à des choses très matérielles, comme la production de nourriture par exemple. C'est pour ça qu'au début, tout était centré dans une agriculture permanente. La définition, le concept est né comme ça. Après, ça a étalé et a devenu, comme disait le collègue, plus une culture permanente. L'idée de comment on peut créer un mode de vie, toute une civilisation, tout un système de valeurs qui nous permet de tenir dans le temps. Moi, j'aime bien ce mot de tissu, je trouve que c'est très visuel. Il y a un petit exercice qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais que ça va prendre un petit peu de temps, puis je pense que vous êtes déjà suffisamment initiés. Une façon assez simple d'expliquer ce que c'est que la permaculture, c'est justement pour illustrer ce principe des interactions. Donc on imagine un système avec plein d'éléments, ça c'est le jargon, mais on parle tout le temps de système et d'éléments en permaculture. Donc avec tous les éléments, là par exemple, qui pourraient être présents sur une ferme, où on va avoir le jardin potager, on peut même différencier les différents types de cultures comme différents éléments, la pépinière, le poulailler, les eaux, la grange, la maison, blablabla. Donc chacun représente un élément, et après on essaye de voir comment créer le maximum d'interaction entre tous ces éléments, et on se lance une pelote à chaque fois en disant ça a un lien avec ça. Voilà, la serre, elle produit les plants, mais après, du jardin, il y a tous les déchets végétaux qui peuvent retourner dans la serre sous forme de compost. On reparlera de tout ça, mais je ne rentre pas dans les détails, mais à chaque fois, on se lance la balle, et à la fin, c'est ça, en fait, on tisse un tissu, quelque chose de vraiment solide. Et donc, au final, même s'il y a un élément qui se casse la figure, le système, il tient, parce qu'il est lié de partout.
Alors que si on fait le même exercice en mettant un élément central qui est le pétrole, et en fait tout dépend du pétrole, bah voilà, là c'est pas un tissu robuste, parce que si le pétrole s'écroule, bah, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Donc voilà, c'est garder cette idée voilà, de tissage, quoi, un modèle qui se tient de par le nombre d'interactions. C'est clair jusqu'à maintenant? Pas de questions? Réflexion? Une observation prolongée et réfléchie au lieu d'un travail prolongé et réfléchi. Donc ça, tous les gens que vous avez installés, vous êtes installés, peut-être vous vous trouvez identifié d'une certaine façon avec ça. Combien de fois on fait des choses parce qu'on est un peu pris dans la... Comme système de prise de décision, on travaille avec la décision, comment on dit ça, la prise de décision par crise, dans l'urgence. Et après, on s'aperçoit qu'on a fait des choses qui ne servent à rien, qu'on doit défaire, voilà, qui ne tiennent pas, que ça abîme, ou qui n'étaient pas les plus adaptés à solutionner l'histoire. Donc vraiment, en permaculture, on met beaucoup l'accent et c'est vraiment quelque chose que ça demande un travail personnel. Là on touche toute une partie qu'on parlera de changer des patrons de comportement, que c'est la chose plus difficile du monde. C'est la conception du concepteur. C'est changer toutes ces façons, toutes ces tendances inconscientes qu'on a acquis pendant des années, qui ont été renforcées beaucoup pour un système éducatif aussi, et qui vont complètement contre la ligne des façons d'agir proposées pour la permaculture. C'est beaucoup plus de prendre le temps, de réfléchir, de s'informer, d'évaluer, de contraster les possibilités avant de passer à l'action. Ça, on en reparlera cet après-midi, on parlera des principes d'attitude. Voilà. Ça, il y a eu quelqu'un aussi qui a parlé un peu de ça. La conception et l'entretien conscient des systèmes productifs d'autant de diversité, de stabilité et de résilience que les écosystèmes naturels. Je crois que c'était Rémi qui a cette idée effectivement vraiment forte d'inspiration d'écosystèmes naturels. Toutes les qualités qu'ont ces écosystèmes, voilà, essayer de les appliquer lors de la conception et de l'entretien de nos systèmes à nous. Rappelez-vous des origines, Bill Mollison, David Hogram, biologie, écologie, c'était des gens qui savaient plonger pendant longtemps dans les fonctionnements de la nature, en soi, dans ses différentes formes, dans différents coins de la planète. Et quand on se met dans ces sortes d'études ou d'observations, on voit en fait qu'il y a des patrons qui gèrent toute la vie sur la planète et qui va toujours dans la tendance de créer plus de vie. La vie essaye de se perpétuer en permanence, de créer les conditions pour plus de diversité, plus de stabilité, plus de résilience en définitive de ces milieux qu'on appelait l'écosystème. Et par exemple, un aspect fondamental comme la fertilité, on a vu que si on ne fait rien, les systèmes naturels ont une inévitable tendance à augmenter sa fertilité. Donc du coup, ça a mis à questionner toute une problématique agricole qu'on avait, de que nous, inévitablement, nos systèmes agricoles perdent la fertilité. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans un modèle, dans l'autre? Comment on se positionne à niveau de travail de ces milieux qu'est le sol, etc., etc. Donc voilà, tout est né en définitive, toute la permaculture à la base est née de l'observation des écosystèmes naturels. Et après, on peut l'appliquer aussi dans l'écologie, c'est le même principe à niveau d'écologie sociale. Comment fonctionne nous à niveau collectif, à niveau communautaire? Les individus dans une population interagissent avec son milieu, avec ses autres, les exemplaires de la même espèce. Comment... Tout est basé sur ça. Et allez, on a mis une définition aussi de Richard Warner, qu'on aime beaucoup. En fait, je l'ai déjà dit, mais je vous ai dit qu'on allait le répéter plein de fois, donc c'est l'occasion. La permaculture n'est pas une technique agricole, mais un outil de conception et de réflexion qui nous aide à choisir les techniques, les stratégies adaptées à notre contexte et à nos objectifs. Voilà. D'accord? C'est une définition par négation, mais donné que c'est très commun cette erreur, on insiste. Personne sort d'ici en pensant que la permaculture c'est fait des potagers en but. S'il vous plaît. Julia n'est pas d'accord. Non.
vous pouvez faire l'anti-permaculture en faisant cette technique de butte dans certains contextes et en fonction de vos caractéristiques et vos objectifs. Et d'ailleurs, vous dire un peu pour l'anecdote, avec Joanne, ça nous a beaucoup surpris, parce que donc la permaculture, on l'a découverte en Espagne, ensuite en Amérique centrale, et on n'avait jamais entendu parler de butte. Et on est arrivé en France, donc ça fait 6-7 ans, et là tout le monde nous a dit, ah ouais, moi je fais de la permaculture, je fais un jardin en butte. On était un peu surpris, et nous, l'hypothèse qu'on a élaborée, c'est on s'est dit, bon, en France, la permaculture, elle est beaucoup arrivée avec les Anglais. Les premiers qui ont commencé à enseigner la permaculture et à faire des choses, ils venaient plutôt du nord de l'Europe. Et c'est des pays où il pleut beaucoup. Donc peut-être qu'effectivement, comme tu dis, lorsqu'on a vraiment des problèmes d'asphyxie racinaire, trop d'eau dans les sols, là ça prend tout son sens. Effectivement, ça permet de drainer. Alors que nous, on venait d'endroits plutôt secs, où en fait ils font le contraire. Même des fois, ils vont... on voit bien, donc là on a notre niveau du sol, la butte on est au-dessus. Il y a aussi des techniques où la zone cultivée va être plutôt dans des formes de cuvettes. Où là, qui va nous permettre, au contraire, voilà, le peu d'eau qui tombe de la... Le problème, c'est quand on commence à faire des buttes, comme on en a vu, dans des coins avec des sols plutôt sableux, des climats chauds, très venteux. Voilà. Donc là, on a vu des gens dans des climats comme ça, qui faisaient des jardins avec des super grosses buttes, et qui disaient qu'ils faisaient de la permaculture. Alors qu'en fait, pour pouvoir cultiver leur butte, ils devaient utiliser des quantités d'eau énormes, quoi. Très Bon, Marguerite a fait son contre-butte. J'ai fait mon truc sur les buttes, mais parce que ça m'énerve, parce que même dans l'éveil de la permaculture, ils montrent, ils font une butte. Et ils présentent ça, c'est super, on fait de la permaculture. À l'intérieur, dans le cadre d'un PDC, on construit une butte. Bon, peut-être que là-bas, la butte, elle était pertinente, là où ils ont fait leur cours. Peut-être, qui sait. Mais voilà, je ne suis pas anti-butte, mais je suis anti la butte comme l'emblème de la permaculture. On peut rappeler, l'idée centrale, c'est qu'il n'y a pas une recette donnée. Si quelqu'un... Quoi ? Il ne faut pas être buté en permaculture. Pas mal, Caroline, je la ressortirai. Si quelqu'un vous vend une technique comme les trous miracles qu'il faut appliquer partout, mais peut être la butte, peut être le VRF, peut être fait des paillages avec je ne sais pas quoi, peut être un double labour à la grenillette, n'importe quoi. Si vous les vendez comme la solution miracle, commencez à vous méfier ou vraiment analyser vraiment l'adaptation de ça à votre réalité. Est-ce qu'une butte ne pourrait pas permettre, si c'est un sol qui est extrêmement difficile ou pas fertile, est-ce que l'idée de faire une butte ne permettrait pas justement de faire développer des racines mieux que si c'était à même le sol? Même si c'est une terre sèche et sur laquelle il n'est pas conseillé de faire une butte. Ouais. Après, il faudrait savoir les contextes. C'est très difficile de parler en abstrait, mais effectivement, une des choses qui fait la butte, imaginons, d'accord, j'ai un sol dur, tassé, tout ça. Et après, tu prends d'où la terre en définitive. Si tu la prends des côtés, sur les couloirs, et tu emballes, parce que parfois on amène des matériels de l'extérieur. Normalement, pour faire une butte, on amène beaucoup de matériel de l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'il marche, parce qu'il y a beaucoup d'entrants. Il y a beaucoup de compost. On a même pas mal d'eau, on a même pas mal de matériel comme paillage. Donc du coup, logiquement, et en plus tu fais un labour sur une cinquantaine de centimètres parfois. Donc, surtout les premières années, c'est assez spectaculaire. Parce que bon, tout ce sol a été bouleversé, super aéré, il y a plein de matériel qui va déclencher toute une vie microbienne très élevée, donc du coup, beaucoup de minéralisation, etc., beaucoup de nutriments. Donc oui, ça peut être intéressant. Mais ça dépend du contexte, en fait. Parce que peut-être tu pourras faire toute une série de techniques qui, de petit à petit, vont améliorer cette sol que tu dis que tu as tassé, etc., ou même un petit travail mécanique au début. Et tu peux continuer à travailler au niveau du sol. Et tu ne vas pas avoir tous ces problèmes d'excès d'évapotranspiration à cause de que tu as beaucoup de surfaces exposées à l'air, au soleil, etc., Un petit schéma. C'est vrai que souvent, c'est l'argument, c'est ça. Là, on imagine cet horizon-là, c'est l'horizon de terre fertile. Et en dessous, on a un sol qui est très compacté. Donc c'est sûr que si cet horizon il est très faible, il n'y a pas beaucoup de place pour le développement racinaire et la plante, elle galère. Donc la butte, effectivement, ça peut paraître une solution. On apporte plein de matière et donc on a un horizon de terre fertile pas mal plus grand. Mais ce n'est pas la seule solution. Une autre solution, c'est ça. Ça, c'est la méthode bio-intensive et nous, c'est ce qu'on a beaucoup vu au Mexique.
Alors eux, en fait, ils commettent un peu la même erreur qu'avec les buts, parce que pour eux, la permaculture, c'est le bio-intensif. Et c'est faire des espèces de planches profondes où on creuse, on met d'abord de côté la terre fertile, enfin les différents horizons de terre, on rajoute plein de compost, plein de trucs. Et donc au final, c'est pareil, on finit par avoir le même horizon de terre fertile, mais en profondeur, au lieu de l'avoir en superficie. Et donc là, on n'a pas les soucis d'érosion ou voilà, d'excès d'évapotranspiration qu'on peut avoir avec les buts dans des climats secs et chauds. Donc les entrants se font plus du coup dans Voilà, la c'est ça. terre plutôt qu'en... Tu creuses, en fait, tu enlèves ton sol et tu rajoutes plein de matière organique. Mais effectivement, des fois, on ne peut pas faire ça parce que là, on a un caillou. Si on a vraiment la roche-mère qui est là, faudrait y aller avec des... je sais pas, avec quel outil. Donc là... Merci Julia. Donc là, une autre solution, et ça, ce qu'on a beaucoup vu à Cuba, ça peut être de faire un peu l'équivalent d'une butte, mais avec des murs. Des parpaings. Voilà, à Cuba, c'est en béton en général. Hein. Et à Cuba, ils cultivent presque toujours comme ça. Donc c'est hyper pratique, c'est ergonomique, ça arrive à cette taille-là, etc. Bon, faut le construire, quoi. Faut voir, voilà, Mais donc là, on a cet avantage d'un horizon fertile qui est ample et on n'a pas le souci d'érosion. Et du coup, à l'intérieur des murs, ils décaissent les côtés et ils remplissent. C'est compost. Compost. Beaucoup de compost. Ouais. Donc ils arrosent énormément. Pas nécessairement, mais ils ont une fertilité assurée, ils cultivent sur des composts, du coup, au niveau des herbages aussi, est beaucoup plus simple. Ils appellent ça organoponico, en rapport à l'hydroponique, tu vois. C'est comme substrat complément. Et des paillages dessus pour... Et donc voilà, donc toujours cette idée, pour une même situation d'un sol pauvre, en fait il y a plein de solutions. Si j'ai des problèmes de dos et puis en plus j'ai plein de parpaings ou je sais pas quoi, peut-être que ça va être bien. Sinon ça peut être un... Il n'y a pas, en fonction de mon sol, en fonction de moi et des ressources disponibles, il y a toujours plein de solutions. Et c'est ça aussi, une idée importante en permaculture, c'est la créativité. C'est je dois trouver ma propre solution. On continue? On a mis sans vouloir une autre fois dans l'histoire des buts.